Salut. Il y a 40 ans, Rezer nous quittait. Quand on vous dit Rezer, vous pensez Rezer le bâcleur, le déconneur, le provocateur. Et vous avez raison. Rezer était tout ça. Mais il n'était pas que ça. Rezer était aussi, et peut-être surtout, un penseur. Un penseur auquel aucun sujet de société n'était étranger. Et qui a consacré des réflexions qui bien souvent restent très actuelles encore aujourd'hui. Pour vous en convaincre, je vais vous lire du Rezer. Mais avant, je vous propose un petit jeu. Regardez bien cette photo que j'ai prise à Paris. Ce modeste robinet a un lien fort avec l'œuvre de Rezer. Lequel? Il n'y a rien à gagner, je vous donne la solution à la fin de la vidéo. Quel est l'intérêt de lire du Rezer? C'est simple. Comme disait Cavana, Rezer est une explosion. Une explosion tellement violente qu'on oublie parfois d'apprécier la subtilité de sa pensée. Rezer a travaillé pour Pilote et il savait s'amuser à réfléchir. Rezer a travaillé avec GB, il a vite compris que réfléchir, c'est pas triste. Écoutez plutôt. Ça aime bien la merde, les poissons. Les pêcheurs se placent toujours près des déversoirs d'égouts. Plus il y a de merde, plus il y a de poissons. Bien gras, nourris de tous les étrons, glavios, vieux tampax, diarrhée de la ville. La merde ne tue pas les poissons. Ce sont les produits chimiques qui les tuent. En bouffant les étrons, les poissons assainissent l'eau, c'est évident. Donc, s'il n'y avait que de la merde dans l'eau, l'eau redeviendrait vite propre. Un grand aquarium, évidemment, 8 ou 10 mètres cubes. À chaque caca, on injecterait quelques litres d'eau, avec un système pour évacuer l'eau purifiée. On le placerait au fond d'une maison, il en garnirait tout un mur. Plus cher qu'une chiotte classique? Peut-être. Mais on éviterait l'achat de la cuvette, siphon, chasse d'eau, tuyauterie, fosse septique, station d'épuration, etc. Qu'est-ce que ce serait beau! Avec toutes ces algues, ces cailloux, poissons multicolores, fluorescents pour la nuit, sans parler des écrevisses. Ça, ce serait des chiottes dignes de notre époque. Et jamais bouchées. Pour les immeubles collectifs, le volume d'eau remplirait une boutique entière. On aurait enfin quelque chose à regarder dans ces banlieues sinistres. Plus de bisous aux bébés qu'autrefois. On s'étonne? Les mômes par accident, c'était bon autrefois. Mais aujourd'hui, merde alors! Ils ont des pilules, ils ont des stérilés, des diaphragmes, des gelées spermicides, des gélules, des tarots, sans oublier la bonne vieille capote anglaise. En cas de pépin, la loi veille. Manquait plus que ça qu'on soit mal accueilli? Non mais... C'est fini la grossesse synonyme de tuile, sauf chez les tarés. Quelle époque c'était! Les plus mal accueillis de tous, c'était les bébés originaux. La fête qu'on leur faisait. Quand on avait un môme par accident, bon tant pis, on se faisait une raison, c'était pas de notre faute. Pas pareil chez les couples qui pratiquaient la méthode Ogino, les fameux du calendrier, les dingues du thermomètre, les maniaques des calculs savants. Quand bébé arrivait, oulala, qu'est-ce qu'ils avaient l'air cons les parents! Alors ça se retournait contre le lardon. L'Ogino, ça se fait moins aujourd'hui. C'était dans les années 50-60. Ça concerne les adolescents de 16 à 20 ans. Ceux qui cassent tout dans les lycées et les vitrines dans les rues. J'en ai marre d'être un usager. Usager. Quel vilain mot. Je veux être un client. Et qu'on soit aussi aimable dans le métro que dans une boutique. J'en ai marre d'être un patient. Je veux être un client. Un client, vous entendez? Client. Un patient paye pour être soigné, patiemment. Un client paye pour être guéri. Vous saisissez les nuances, docteur? Je ne veux pas être un administré. Je veux être un client de la police. Je ne paye pas la police pour qu'elle m'emmerde, mais pour qu'elle me soit utile, voire même agréable. Par exemple, en arrêtant tous les types qui roulent plus vite que moi sur l'autoroute. Je ne veux pas être croyant, je veux être client. Je vous donne du fric pour que j'aille au paradis plus tard. Je vous paye, priez pour moi. Et qu'on ne m'emmerde pas pour assister à des messes, faire des pénitences, etc. Ah, n'oublie jamais, un croyant peut se tromper, se fourvoyer. Un client a toujours raison. Je ne veux pas être contribuable. D'abord, dans contribuable, il y a con. Je préfère être un client de l'État. Je paie des impôts. En retour, j'en attends une foule de services efficaces et aimables. Ah, je ne veux pas être citoyen non plus. Je veux être client d'un pays et en changer quand il a cessé de me plaire. Un citoyen est roulé par son député, un citoyen obéit aux lois, un citoyen se fait trouiller la paillasse au champ d'honneur, alors que le client est roi. Le désert avance à la vitesse d'un cheval au galop. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Raid à la mode, 3000 km de désert pour arriver au Hogar lunaire. Dans les grottes du Tassili, des dessins vus de 6000 ans. Des vaches, des chèvres, des girafes. Maintenant dehors, plus rien. Le soleil claque sur les pierres stériles. Les mecs d'il y a 5000 ans n'ont pas fait à pied des milliers de kilomètres pour venir dessiner des vaches. Ils vivaient là où il y avait des cailloux aujourd'hui. Chez les riches on bétonne, chez les pauvres on laisse s'installer le désert. Les pauvres quittent leur pays et vont bétonner un peu plus les riches. Le désert continue d'avancer. L'avenir c'est Las Vegas, partout. Une conduite de gaz enterré, un jour ou l'autre, une fissure. Ça se sait tout de suite. Les conduites d'eau fuient aussi, mais ça se voit moins. Des millions de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année. Quand c'est de l'eau propre, ça ne perturbe que des budgets. Mais aujourd'hui, des millions de maisons particulières bénéficient du tout à l'égout. Des millions de kilomètres de tuyaux amenant la merde aux centrales d'épuration quand il y en a.
Sous l'effet des vibrations, de plus en plus violentes, poids lourds, travaux, etc., des milliers et des milliers de fissures. Et la merde s'écoule petit à petit, s'infiltrant dans les couches géologiques jusqu'aux nappes phréatiques. Le problème de l'eau, le problème numéro 1 des années futures. Et tout le monde s'en fout. On n'a pas fini d'être dans la merde. Toute l'année, on a eu droit aux chasseurs bombardiers, transportant jusqu'à 6 tonnes de bombes avec une précision hallucinante sur des objectifs minuscules à plus de 1000 km à l'heure. Et en vacances, qu'est-ce qu'on voit? Des avions à hélice, lourdeaux, lents, qui balancent de l'eau salée sur les feux de forêt et en montant la moitié à côté. On imagine l'efficacité d'une escadrille de Mirage arrosant tout début d'incendie avec des bombes pleines de neige carbonique, sans parler du spectacle. Faudra mentir aux pilotes de chasse, sinon ils ne marcheront jamais. Faudra leur dire que leurs zincs sont chargés de bombes au napalm et que dans la Pinède, il y a des Palestiniens de cachés, ou des Argentins, ou des Vietnamiens, ou des Biafrés, n'importe qui, pourvu que ça ait 2 pattes et une cervelle. Et là, vous les verrez courir comme des lièvres pour éteindre l'incendie, et on gardera nos beaux arbres. Faudrait pouvoir récupérer le gaz de merde. Ça m'obsède. Quand je pense à toutes ces bonnes choses perdues, ah là là. À la fin, n'y tenant plus, on en voit passer à l'action. Et on les retrouve au bout de quelques mois, surveillant avec anxiété les thermomètres et baromètres de pression d'usines à gaz puantes, encombrantes et dangereuses pour chauffer la soupe du soir. Rendement détestable compte tenu de l'investissement nécessaire, et chauffer une gamelle d'eau par le gaz est un gaspillage de calories. Avec votre caca quotidien, vous devriez pouvoir cuire votre soupe et allumer une petite lampe. Comment? Grâce au marasme de la marine marchande. Dans un cimetière de bateaux, récupérez un gros diesel de marine avec sa bielle et vous chiez dedans. 1. Admission. Sous l'effet de vide partiel, les gaz sont libérés, mélangés à l'air. 2. Compression. Tout le monde s'échauffe. 3. Détente. Violemment comprimé et porté à haute température, le gaz s'échauffe. 4. Échappement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste rien sur le haut du piston. Les gaz d'échappement servent à chauffer la marmite calorifugée. Le moteur entraîne un alternateur qui alimente une petite lampe. Ça fait du bruit un diesel? Bof. Après tout, la lampe, vous n'en avez guère besoin. En ville, l'EDF coûte pas cher. Alors, avec l'énergie mécanique récupérée, entraîner un piano mécanique, un limonaire accroché à votre fenêtre, ce sera plus agréable que le bruit d'une chasse d'eau. 16 francs le kilo de cerise. 16 francs le kilo de cerise. 9 francs la poignée de fraises. Sont dingues. Et en plus, sont dégueulasses, sans rien. Que les truffes ou les morilles soient chères, passe encore. Mais les cerises, 16 francs le kilo. À 16 francs le kilo, vous avez du bon boudin. Soyez végétarien après ça. Le concombre le plus minable vaut 2 francs 50. Et c'est que de la flotte. Le pire, le plus scandaleux, ce sont les patates, qu'ils osent vendre 5 francs le kilo. À côté de ça, les harengs valent eux aussi 5 francs le kilo. Une grosse patate vaut le même prix qu'un hareng. Merde, un hareng, c'est autre chose qu'une patate. C'est une bête vivante qui s'est débattue 2 heures dans un filet avant de mourir. Avant ça, elle a parcouru les mers, mangé, évité d'être mangée. Un hareng, ça a des yeux, des boyaux, des nageoires. Ça baise. On parle de bloquer le prix des légumes, il y a intérêt à le faire vite. Une société qui ose vendre des patates qui font grossir au même prix que des êtres vivants n'en a plus pour longtemps à vivre. On va avoir droit à toutes les niaiseries. Ra, dieu du soleil égyptien, civilisation solaire, Inca, Aztèque, etc. D'abord, c'était pas des civilisations solaires, c'était des civilisations d'esclaves et de gros cons. D'accord, ils allumaient le feu sacré en concentrant les rayons solaires. Disons une civilisation du gadget solaire. Tout le contraire d'une vraie civilisation solaire. En fait, leur civilisation était très semblable à la nôtre. Pouvoir intracentralisé, des pyramides, des centrales nucléaires. L'Inca faisait tout noter, enregistrer, classer, le peuple était pris en charge. L'État prend de plus en plus en charge les citoyens en tout domaine. Aucune initiative laissée au peuple, les technocrates s'occupent de tout. Et puis un jour, une poignée d'aventuriers arrive. Une poignée, qui bousille tout un empire en moins de 2. Quels seront nos barbares? Les loups de banlieue ou l'ordre du tiers-monde affamé? Le principal danger de la civilisation nucléaire n'est pas la radioactivité, mais la stérilisation, la stagnation de la société. L'ennui pour 1000 ans. Vive la crise! Vive les énergies libres, sachant tirer tous nos besoins du cosmos du caillou ordinaire. Fantastique explosion d'imagination, de créativité pour tous. Et merde aux Incas! J'aime les villes, j'aime la campagne, j'aime la montagne, j'aime la mer, j'aime pas les banlieues. J'aime les gens humbles, j'aime pas la populace. J'aime les fêtes, j'aime pas les fêtes. J'aime que chaque jour c'est une fête. J'aime la pluie, j'aime le soleil, j'aime la neige, j'aime le vent. J'aime pas rester longtemps enfermé. J'aime regarder les étoiles, j'aime traîner, j'aime rêver. J'aime pas perdre mon temps. J'aime pas la maladie, j'aime pas la mort, j'aime les vieux cimetières. J'aime pas le foot, j'aime pas le rugby, j'aime pas le ping-pong, j'aime pas le tennis, j'aime pas le golf, j'aime pas le handball, j'aime pas le basket. J'aime les courses de toutes sortes. J'aime nager, j'aime courir, j'aime marcher, j'aime pas les jeux. J'aime que ma vie soit un jeu. J'aime les chants grégoriens, j'aime pas les curés. J'aime la musique militaire, j'aime pas les militaires. J'aime l'ordre, j'aime pas les flics. J'aime les bateaux, j'aime les ports, j'aime pas les marins.
J'aime les avions, j'aime pas les grands aéroports. J'aime les chemins, j'aime les routes, j'aime les autoroutes, j'aime pas les boulevards périphériques. J'aime le rouge, j'aime les fleurs, j'aime les coquelicots, j'aime les géraniums, j'aime les flamboyants, j'aime pas les chrysanthèmes. J'aime croquer les pommes, j'aime pas les tripes. J'aime les chiens, j'aime pas les chiens dans les villes. J'aime la musique, j'aime pas entendre la musique partout. J'aime les chemises propres, j'aime pas les slips sales. J'aime la violence, j'aime pas prendre des coups de poing dans la gueule. J'aime le cinéma, j'aime pas les salles de cinéma. J'aime le train, j'aime pas la SNCF. J'aime l'autobus, j'aime pas la RATP. J'aime pas l'URSSAF, j'aime pas la CEDIC, j'aime pas la sécurité sociale, j'aime pas les HLM, j'aime pas l'État. J'aime les hommes responsables d'eux-mêmes. J'aime la vie. Un corps humain à 37 degrés émet des rayonnements. S'il veut éviter de se refroidir, il calorifuge son corps avec des vêtements. Le rayonnement reste à l'intérieur du corps. Autre solution pour éviter de se refroidir, placer le bonhomme dans une enceinte calorifugée, revêtue intérieurement d'une couche réfléchissante. Principe de la bouteille thermos. Et une pièce dont les murs, le plafond et le plancher sont recouverts de miroirs, c'est une chambre à coucher, on ne s'ennuie pas. Faudra chauffer un petit peu la pièce tout de même. Le bain du soir. La baignoire contient assez de calories pour chauffer la pièce. On mettra la baignoire dans la chambre. Pas beau une baignoire? Vous avez jamais vu une baignoire en verre? Quel spectacle! Avec un miroir rabattable pour éviter l'évaporation après le bain, et tout ça déductible des impôts jusqu'à concurrence de 7000 francs plus 1000 francs par enfant à charge. On vit une époque formidable. Un cafetier tue un jeune cambrioleur. On va pleurer le pauvre jeune voleur tué par un gros vilain comte bourgeois. C'est vrai que c'est un gros vilain comte bourgeois. Le jeune voleur est mort dans les culottes de sa femme. Mais si un cambrioleur ne se faisait pas tuer de temps en temps, où serait le plaisir du vol? Un truand se fait descendre après le casse d'une banque. On va piailler contre la police qui les fourraille trop vite. Mais si les truands ne se faisaient pas buter de temps à autre, où serait l'intense plaisir qui précède l'action? Ça vaut 1000 séances de cinoche. Se lamenter sur l'innocent touriste pris en otage par des rebelles, faut savoir ce qu'on veut. Ou on va goûter ce qui reste d'aventure dans le désert, on reste au coin du feu. Si on quitte la civilisation, on quitte des petites lois grassouillettes qui vous font la vie douce devant la télé. Gardons nos larmes pour des jours meilleurs. On entend souvent « J'ai vu un mendiant jeune et costaud. Quel scandale! Je ne lui ai rien donné. Moi je ne donne qu'aux aveugles et aux paralysés. » Grave erreur. Un mendiant clochard jeune et costaud est un feignant. Si personne ne lui fait l'aumône, ce clochard paresseux risque de devenir dangereux, puisque costaud. On a donc intérêt à entretenir sa paresse par une petite pièce, alors que l'aveugle ou le paralytique ne vous causera jamais le moindre ennui. On peut l'ignorer. Les chrétiens qui n'admettent pas qu'on fête Noël dans l'orgie sont gonflés. La fête de fin décembre existait déjà au Paléolithique. On imagine l'hiver à cette époque, la lumière qui diminue un peu plus chaque jour, le froid qui augmente, plus rien à bouffer, le monde sombre dans les ténèbres glacées. Et tout à coup, vers le 25 décembre, le soleil qui revenait, timidement, mais un peu plus chaque jour. Alors on allait voir revenir l'herbe, les fruits, les oiseaux, les papillons et la chaleur. Bordel de merde, fallait fêter ça! La grande fiesta commençait autour du feu, avec pour la défonce quelques amis tumouches séchés, ou autre chose, si on n'avait pas d'alcool. La partouze de fin d'année existait des millénaires avant les chrétiens. La fête a été entièrement récupérée par eux, qui ne s'étonnent pas qu'elle retourne à ses origines dès que l'audience de l'église baisse. C'est bête les congés payés. Rien foutre et être payé, ça c'est une victoire sociale. Peut-être la plus grande victoire sociale de toute l'histoire du monde prolétaire. Et la semaine de 40 heures. Et la sécurité sociale donc. Et tout ça obtenu sans effusion de sang. Le plus drôle, c'est que les grandes victoires sociales à attendre consisteront à éliminer celle de 1936. Plus de congés payés, on aura une vie tellement agréable qu'on ne pensera plus aux vacances. Plus de semaines de 40 heures, des boulots enrichissants qui vous occuperont 7 jours sur 7. 80% des malades sont psychosomatiques. Si on arrive à une vie équilibrée, même plus besoin de sécurité sociale. Là, ça m'étonnerait qu'on y arrive sans effusion de sang. Bon, faut pas désespérer. On vit une époque formidable, non? Nos amis les plantes. Nos amis. Comment peut-on qualifier les plantes d'amis? Elles n'ont jamais été nos amies. Elles nous ont nourris, elles nous nourrissent encore, mais c'est en rechignant. Sur la pression d'efforts constants, de ruses subtiles de la part des agriculteurs, des agronomes, des chimistes, elles se garderaient bien de pousser, retourneraient à l'état sauvage en moins de 2, et nous resteraient crevés de faim sans un soupir. J'entends déjà les écologistes. Oui, mais justement, il s'agit de plantes sauvages. Elles sont pires! Et en plus, elles prétendent nous guérir. Guérir quoi? De toutes petites maladies? Et encore! Pour une qui guérit pas toujours les verrues, des centaines d'autres vous piquent, vous griffent, vous coupent, vous grattent, et ça à tous les coups. L'ail possède des vertus innombrables, il faut donc en manger beaucoup. Vous êtes en bonne santé, mais vous avez autant de relations humaines qu'un lépreux. Soyons justes, les cataplasmes à la farine de moutarde guérissent assez bien les rhumes. Avec quel sadisme! Ah oui, il y a les tisanes. Sacrées tisanes, paraît qu'elles font dormir. Faut en prendre au moins 2 litres pour obtenir le même effet qu'un cachet.
Alors on dort et on se relève 2 fois la nuit pour aller pisser. Prenez une petite tasse de café, vous grincerez des dents, yeux grands ouverts jusqu'à 2 heures du matin. Pareil que des mixtures, élixirs savants à base de plantes, facile à digestion, à condition de n'avoir pas trop mangé quand même. Mais 3 petites prunelles vous fileront une chiasse pas possible. La chiasse se guérit par les plantes, bien sûr, à condition que ce soit une petite colique toute innocente. Avec un choléra, vous irez vous rhabiller, comme pour toute autre maladie qui dépassera le rhume ou la verrue comme gravité. Mais en même temps, gros comme ça de champignons feront crever toute une famille. À 100%. Alors des amis comme ça, hein. La vivisection ne sert pas seulement la science, elle sert aussi la philosophie. On prend 2 singes attachés sur des sièges. De temps en temps, on leur envoie une petite décharge électrique. Et puis, on place à la portée d'un seul des singes une manette lui permettant de couper son courant. Le singe apprend vite à s'en servir. Que croyez-vous qu'il arrive? Le premier singe continue de vivre peinard avec de temps en temps une décharge dans les fesses. L'autre, maître de son destin, devient anxieux, panique et guette avec angoisse le moment d'agir sur la manette. Il crève en peu de temps d'un infarctus. Le rat est à l'homme ce que l'homme est à l'univers. Le rat a vite compris que vivre tout près de l'homme comportait des tas d'avantages. Aussi est-il de toutes les manifestations humaines. L'homme fabrique de gros bateaux, on trouve la petite bête à bord, qui n'attendra pas le dernier moment pour se sauver. On croit éliminer en élevant le niveau de vie. Il a très bien compris que si on élève le niveau de vie dans un endroit, on trouve vite à manger dans un autre. Il participe activement à la vie familiale, croque les oreilles du baptisé, mange les restes du repas de communion quand tout le monde est saoul, ronge les orteils du grand-père quand les enfants s'occupent de l'héritage. Les femmes ont peur des rats, mais ne les haïssent pas. En fait, ce qu'elles leur reprochent, c'est d'être trop petits. S'ils avaient une taille plus conséquente, nul doute qu'avec leur prodigieux tempérament, ils retourneraient bien vite la situation à leur faveur. Pourquoi les rats sont-ils si intelligents? Simple application de la loi sur la sélection des espèces. Une tapette bandée sur un morceau de fromage, le rat le plus idiot va se précipiter, se faire coincer, le rat plus intelligent pourra alors se régaler sans danger du fromage et de la veuve, en assurant une descendance nombreuse et intelligente. Les producteurs de laitue de serre de l'Est de la France sont catastrophés par la hausse des prix du pétrole. Leur faut 1 litre de fioul pour faire pousser une laitue en plein hiver. 1 litre de fioul pour une salade. Du coup, je mets mes laitues, gentilles petites plantes. Ça a l'air de rien à première vue, toutes palotes et fragiles, font penser aux petites bonnes femmes de rien du tout, qui bouffent comme 4 et dépensent comme 6. Expérience. Vous prenez 1 litre de fioul, faites-le brûler, vous serez étonné des énormes moyens que l'homme moderne met en œuvre pour faire pousser cette petite chose blême et insipide en plein hiver. Quand en plus, on sait que ce litre de pétrole a fait 7000 km dans des pipelines, pompes, pétroliers, wagons, réservoirs, etc., et qu'on est prêt à s'étriper pour qu'il arrive à bon port, on mange sa salade de bon appétit. Faut savoir l'instant qui passe. Une civilisation comme ça, on n'en fera pas deux sur cette planète. Comme chaque année, on va encore nous reprocher de mal accueillir les touristes. Bah merde alors! On devrait toujours mal accueillir les touristes. Ce serait une œuvre de haute civilisation. Un pays qui accueille bien les touristes est un pays de lâches ou de sournois. Les touristes, avec leur air niais, leurs grandes dents et leurs gros culs, polluent et détruisent plus que n'importe quel produit chimique. Restaurant pour touristes, restaurant où on bouffe mal et cher. Spectacle pour touristes, spectacle débile. Plage touristique, plage dégueulasse, etc. etc. Est-ce qu'on a besoin d'arriver dans un pays déguisé en touriste? On ne peut pas arriver partout avec les mains dans les poches, le nez au vent, traîner dans les rues comme on fait chez soi? Les seuls touristes convenables, c'est les couples illégitimes. On les renifle à 100 mètres. Ils arrivent par des moyens de transport différents pour pas éveiller les soupçons, gros malins. Rasent les murs discrètement, sans faire de bruit, et s'enferment 3 jours dans leur hôtel, bouffent dans leur chambre. On les voit jamais encombrer l'espace. On fait un peu de cinéma sur la plage, histoire de fabriquer des souvenirs. Et repartent tous aussi discrètement, avec juste le petit coup de gueule de rigueur. Ah, si seulement il ne pouvait venir que des couples illégitimes dans ce pays. On n'aurait pas de ces résidences dégueulasses, de ces marinas de merde, rien que quelques petits hôtels. Pas de marchands de souvenirs. Vous avez déjà vu des couples légitimes acheter des phares baromètres? Et les restaurants ne se laisseraient pas aller. Il est bien connu qu'après les parties de jambes en l'air, on a les choses succulentes et délicates. Avant, les pauvres vivaient dans des taudis, sans eau, sans chauffage, sans chiottes, au centre des villes. Les promoteurs les ont foutus dehors. On logeait les pauvres dans des HLM, où ils ont trouvé salle de bain, WC, chauffage central, ascenseur. Un palace! Mal construite, mal isolée, le chauffage, les réparations ont coûté de plus en plus cher. Habitation à loyer modéré, mais à charges énormes. 870 francs de loyer et charges, pour un 4 pièces à la Courneuve. Le smicard ne peut pas se le payer, même avec les aides de l'État. Alors on vire les pauvres dans les cités de transit, d'autres immeubles encore plus dégueulasses, encore plus loin, mais sans chauffage, sans salle de bain. On a retrouvé notre taudis, mais en tout ondulé. C'est beau le progrès. Pour payer son loyer HLM, un OS doit travailler 10 jours par mois dans une usine dégueulasse et pendant toute sa vie. En prime pour certains, 2 heures de transport par jour.
Un locataire HLM aura donné 10 années de sa vie pour payer son loyer. 10 ans de travail à la chaîne pour avoir eu le droit d'habiter une boîte de béton qui est tout juste bonne à abattre. Si on prend un mec, on lui donne un bout de terrain, des bois, des pierres, au bout de 10 ans de travail, 8 heures par jour, il aura pu construire une baraque superbe. La grande affaire de ces vacances, ça a été la planche à voile. Enfin un sport totalement écologique qui consomme 10 litres d'essence au 100 km. Eh oui, le transport d'une planche sur galerie pénalise la consommation de la voiture d'au moins 1 litre au 100. 10 litres donc sur un parcours de 1000 km, plus le retour. Au total, 20 litres pour amener la planche sur la plage. Combien vous faites de kilomètres sur votre planche à voile pendant les vacances? Même si vous en faites 200, ce sera un maximum, vous consommerez 10 litres au 100. Font chier les mômes. On ne voit plus que à la télé. Choyés, gâtés, dorlotés, adulés. Des marchands de soupe à l'extrême gauche, tout le monde flatte ces larves blêmes et mal élevées. Leurs prétentions augmentent au fil des années. On va vivre un enfer avec les mômes. Quand on pense qu'au XIXe siècle, à partir de 8 ans, les mômes travaillaient dans les mines en Angleterre. Les Anglais, ça, c'est des gens civilisés. Je me ferai un petit scotch en leur honneur. Les mômes à la mine! Je serais pas si malheureux que ça. Les mômes n'aiment pas l'école. Les mômes aiment se déguiser. Ils aiment creuser dans la terre et se salir. Ils pourraient avoir accès à des veines de charbon inexploitables par des adultes. Ils aiment jouer au petit train. Les réserves de charbon sont énormes. Qu'est-ce qu'on économiserait comme devise? Ils n'aiment pas se laver. Ils feront pas chier les syndicats pour obtenir des douches. Ils n'aiment pas se coucher de bonne heure. Pas de difficulté pour leur faire les 3-8. S'ils causaient à 15 ans, on ne risquerait pas la surpopulation. Et on pourrait baiser sans moyens anticonceptionnels. Les survivants seraient vachement costauds. Et en prime de tout ça, ils seraient moins cons. On importe de la pâte à papier alors que la France pourrait se suffire à elle seule. Faudrait bousiller toutes les forêts? En fait, c'est faux, si on replante aussitôt. Pour pousser, un arbre, un pin, a besoin de 20 mètres carrés. Ça donne 4,50 m d'écartement entre chaque tronc. C'est une bonne distance. L'arbre met 30 ans pour atteindre 30 cm de diamètre, peser 1200 kg et être bon à abattre. Un Français consomme 200 kg de papier par an. Chaque arbre abattu peut suffire pour 6 Français. On replante aussitôt après un autre pin qui mettra lui aussi 30 ans, etc. Une parcelle de terrain de 20 mètres sur 30 assurera donc les besoins de 6 Français chaque année. 600 mètres carrés, avec en prime les lapins, les oiseaux, les écureuils. Il faudrait donc qu'il y ait quelque part une forêt de 100 mètres carrés pour assurer la consommation d'un Français en papier journal, papier d'emballage, papier cul, etc. A noter que les chiffres peuvent être diminués si l'on recycle les papiers. Pour alimenter toute la France en pâte à papier, il faudrait 500 000 hectares. Pour donner une idée, la forêt landaise fait 1 million d'hectares. La moitié, bien gérée, suffirait. Bien gérée. Mais la forêt landaise est gérée par la bourgeoisie bordelaise. De la ville de Mauriac et des habitants de Toulouse, Périgueux, Angoulême, Dax, etc., c'est la plus réac, la plus fermée au progrès de France. 500 000 hectares, la superficie n'est pas énorme. On voit le carré noir qui donne une échelle approximative. Le centième du territoire, ça laisse de la place pour d'autres arbres, les cultures, etc. Autre image. Chaque année, 15 000 hectares de pins flambent en France. 50 000 en 1949, rien que pour le département des Landes. Le papier, c'est aussi les canisses du Midi, les sapins de l'Est, le lin du Nord. Selon la CGT, les grandes banques veulent concentrer toute la production papetière en 2 grands groupes et faire crever les petites usines. La loi de la jungle, le plus gros bouffe le plus faible. Ça marche tellement bien qu'un jour, il n'y a plus rien à bouffer et que les grands fauves s'étiolent. Une solution pour continuer à bien bouffer mais en perdant sa liberté, la nationalisation, c'est-à-dire le zoo. Yu Chenshen, c'est un menuisier chinois dont on parle dans Impatience. Impatience consacre 3 pages à ce menuisier mathématicien, les mains et le cerveau toujours en activité. Comme on le savait malin, on lui demanda un jour de calculer la surface d'une région dont on connaissait la carte. Yu réfléchit et raisonna en menuisier. Colle la planche sur une planche bien lisse, pèse le panneau, comme il connaît l'échelle, il peut se procurer le poids d'un kilomètre carré, il découpe soigneusement la région, la pèse, fait une division, 1083 km². Yu devient un héros. Yu n'aimait pas les mandarins bornés alors au pouvoir en Chine. Il entre dans le parti communiste chinois en lutte contre les Japonais. Un jour, Yu et un groupe de révolutionnaires arrivent devant un fleuve. On décide de construire un pont de bateau. Combien faut-il de bois? Donc, de quelle largeur est le fleuve? Yu rabat sa casquette sur les yeux. Yu fixe un point de repère de l'autre côté du fleuve qui coïncide avec le milieu de sa visière. Alors là, attention, tout dans les orteils. En un quart de tour, parfait, Yu se retourne aligné à la rive où il prend un autre point de repère. On court en mesurer la distance qui correspondra à la largeur du fleuve. Yu triomphe une nouvelle fois. Yu doit manier des règles graduées pour son boulot. Il remarque que l'on peut opérer des additions et soustractions simples en les déplaçant. Manque de peau, avec cette méthode, on ne peut pas utiliser tous les chiffres. Ah! Parallèlement, Yu constate qu'il est difficile de couper un bambou transversalement, alors qu'obliquement, ça va tout seul. Aussi sec, Yu invente une méthode de calcul avec règles obliques. 8 x 15, on rajoute un 0 à 12, on obtient le résultat 120.
Vous avez suivi la démarche mentale? Encore mieux. Un tabouret. Pour n'importe quel gros con, c'est le genre d'objet qui sert à poser son cul et qu'on remarque jamais. You examina longuement un tabouret, sous toutes ses formes, et remarqua une chose étonnante. Vu d'un côté, les pieds composaient le nombre 11, et obliquement, le nombre 121. La chose intrigua longtemps You. 11, 121, et un jour, 11 fois 11 égale 121. You invente une méthode de calcul en diagonale. Comment multiplier 321 par 213 à l'aide de petits cubes et de règles. On pose des chiffres, on aligne les petits cubes parallèlement aux côtés, puis on déplace les règles obliquement après avoir fait la retenue. Sur chaque groupe qui dépasse 10, on lit les solutions 68 373. Merde, mais c'est juste! Par la suite, You éliminera ces petits cubes pour les remplacer par des points et des lignes sur du papier. Alors pourquoi se faire chier avec des petits cubes? C'est aussi simple de faire une multiplication. D'abord, le système de You est capable de réaliser toutes les opérations arithmétiques, y compris l'extraction des racines carrées. Et chose importante, alors que l'élaboration de ces opérations est chiante, le calcul linéaire de You, c'est marrant. Aucun Chinois ne s'est ennuyé à manier les petites règles. Et le paysan illettré peut apprendre en quelques heures même le calcul à la bac. Dire que les maths pourraient faire rigoler, alors que moi ça me donnait des boutons, moi envie de vomir, moi mal au crâne, moi les angoisses. Si seulement il y avait 800 millions de Yu Chen Shan. La philosophie devrait nous servir dans les moindres actions de notre vie. Une pensée pour chaque moment de l'existence. On vous invite à un baptême? Un enfant vient de naître? La philosophie comme manuel de savoir-vivre. On fouille dans Heidegger, on trouve l'aphorisme adéquat. À peine né, un homme est déjà assez vieux pour faire un mort. Gros succès assuré. On vous réinvitera. Alors, ce n'est pas fin, ce n'est pas subtil, mais n'oublions pas l'essentiel, c'est aussi vachement marrant. Et le robinet, me direz-vous? Eh bien l'explication, c'est Kavanagh qui la donne dans Harakiri les belles images, où il décrit la cour où Harakiri avait ses locaux. Écoutez. Là-dedans vivaient, outre Madame Durand et ses chats, son pensionnaire Camille, postier à la retraite et soit fort en activité. Nul n'avait jamais vu Camille autrement que bourré à mort. L'eau courante n'existant pas chez Madame Durand, Camille, à peine levé, traversait la cour pour aller faire sa toilette au robinet commun. Il avait gardé sa tenue de nuit, un slip petit bateau bâillant aux cuisses, jauni noirci par les sueurs et les vieilles pisses. Il se rafraîchissait délicatement le visage, s'essuyait, et puis, la serviette sur le bras, rentrait passer un pantalon et une chemise pour aller au troquet du coin descendre le premier de la journée. De temps à autre, des hurlements emplissaient la cour. C'était Camille qui donnait une raclée à Madame Durand. Payait-il ainsi sa pension? Camille fascinait Rézère. Il en fit Gros Dégueulasse. Je peux attester que Gros Dégueulasse est l'exact portrait de Camille allant faire sa toilette au robinet de la cour. 40 ans après, Rézère n'est pas mort, il bande encore. Allez, salut les potos!